Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 5, je pense, Déjà, de Entre deux chaises, oui. Aujourd'hui, on a le privilège d'être avec Claudine Desrochers, animatrice chevronnée dans les médias québécois. On est très, très heureuse de te recevoir aujourd'hui. C'est gentil, merci beaucoup les filles. Je suis contente d'être là. Entre deux chaises. Entre deux chaises, effectivement. Ça commence bien avec une petite blague, on aime ça. Donc, aujourd'hui, en fait, je veux expliquer un petit peu le concept aux gens qui vont nous écouter, parce que normalement, on parle de violence conjugale. Mm-hmm. Aujourd'hui, on va aller plus général avec toi. On veut avoir une discussion sur la violence, effectivement, mais particulièrement la violence intergénérationnelle. Oui. Qu'est-ce que ça te sonne comme cloche, toi, cette je veux dire, expression-là? Oui, en fait, c'est lors d'une discussion qu'on a eue ensemble, parce que, bon, les gens le savent peut-être pas, là, ça fait quand même quelques années que je l'ai écrit. Le livre « Au nom de l'amour », c'est moi qui l'ai écrit quand mon émission s'est terminée. Depuis que je suis tout petite, j'avais l'intention d'écrire un livre sur l'enfance de ma mère, qui a des anecdotes très drôles, mais qui a aussi de la violence au niveau de son enfance, au niveau de son passé. Et ça me... toute jeune, tu sais, ça venait me chercher, là, comme ça se peut pas. Puis j'avais peut-être 10 ans, puis je me disais, un jour, je vais écrire un livre pour partager un petit peu ça. Et quand j'ai eu mon creux de télévision, c'est là que j'ai eu l'occasion de le faire, parce que c'est quand même l'ouvrage, là, ça m'a pris 2 ans, entre d'autres contrats, à l'écrire. Et on en a discuté parce que, c'est ça, il y avait de la violence, là, au niveau de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, en tout cas dans mes générations antérieures. Puis, effectivement, la violence peut, si on casse pas le cercle vicieux, peut se propager d'une génération à l'autre. Et au contraire, ça peut justement s'arrêter et on peut repartir sur de nouvelles bases. Moi, je suis chanceuse parce que ma mère n'a pas poursuivi dans cette lancée-là de violence qu'il y avait dans la famille. Donc, c'était à partir de cette discussion-là que ça t'a donné l'idée là, de m'inviter pour qu'on en parle, pour élargir un petit peu le sujet, là. Effectivement, et c'est drôle, ça me fait penser, la façon que tu l'expliques, tu sais, il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps, on est allé le voir, Alexa puis moi, c'est It Ends With Us, puis ça ramène un peu la discussion justement sur la violence intergénérationnelle et comment l'arrêter, tu sais, c'est pas facile. Non. Puis, dans le film, justement, à la fin, petit spoiler pour ceux qui l'ont pas écouté, mais à la fin, l'actrice décide, quand elle met sa fille au monde, que ça se termine avec elle, tu sais, puis ça continuera pas. Mais j'imagine que, justement, avec l'époque dans laquelle ta mère a grandi, ça devait pas être évident de comprendre... Absolument! Qu'on était dans ce cercle-là. Tu sais, la psychologie, tout ça, là, si vous voulez que je fasse une petite mise en contexte, là, rapidement, de quoi je parle, c'est que, bon, si je recule, parce que moi, j'avais pas tous les faits, hein, tu sais, c'est une biographie, mais avec ce que j'ai comme information, avec ce que j'ai pu recueillir auprès de mes tantes, auprès de mes oncles, ça veut pas dire que c'est 100% arrivé, mais la majorité des faits sont réels. Donc, si on recule à mon arrière-grand-mère du côté maternel, bon, à l'époque, dans les années 30, les années 40, dans les petits villages de campagne au Québec, la majorité des femmes, c'est soit des femmes à la maison, soit des infirmières, soit des institutrices ou des religieuses. Tu sais, c'est à peu près ça, là. Et donc, mon arrière-grand-mère était femme à la maison, son mari était journalier. Tu sais, on n'avait pas de filet social dans ce temps-là, là. Il n'y avait pas d'aide sociale, il n'y avait pas d'assurance chômage, il y avait pas... Tu te débrouillais comme tu pouvais. Donc, c'était une famille qui était déjà pauvre. Puis j'ai fait la recherche encore plus loin. Mes arrière, ils sont allés au Massachusetts, là, dans les usines de textiles où c'était du cheap labor, comme ça se peut pas, là. C'était presque des esclaves parce qu'il y avait pas de travail, là, où c'était difficile d'en trouver. Donc, ma famille vient de là, de ces origines-là de pauvreté. Et mon arrière-grand-mère, Marie-Laure, a eu 7 enfants. Et son mari l'a abandonnée. Bang, comme ça, avec ses 7 enfants. Et l'indice qu'on a, dans le fond, c'est que mon arrière-grand-père était un grand asthmatique, puis il travaillait dans un moulin assis à Saint-Gabriel-de-Brandon. Donc, on s'imagine qu'il était étouffé, là. D'ailleurs, son cheval le ramenait en charrette. Il était étouffé, bien noir, tout dans la charrette. Puis c'est le cheval qui le ramenait à la maison, là, tu sais. Le cheval connaissait le chemin. Donc, probablement que 7 enfants, il devait se dire, mais comment je vais faire pour les nourrir?
Et il a pris son petit bagage, il est parti à Montréal, il a travaillé dans une usine de lunettes et il a refait sa vie. Mais mon arrière-grand-mère s'est retrouvée toute seule sans avertissement avec ses 7 enfants. Et donc, c'est déjà quelque part de l'abandon, hein, d'une certaine façon. Et ma grand-mère, qui était la plus vieille des enfants, elle s'est retrouvée à, bien évidemment, quitter l'école. C'est dans ce temps-là, quand tu venais d'une famille pauvre. Tout à fait. Elle allait même quêter la nourriture au couvent, là, les restes de nourriture. Saint-Gabriel-de-Brandon, c'est un village touristique avec le lac Masquinongé et il y avait de riches anglophones qui venaient passer l'été, qui avaient des chalets. Donc, elle était domestique pour ces riches-là. Fait que c'était des emplois un petit peu... tu sais, où il y avait un peu la honte et un petit peu du mépris pour les pauvres petits Québécois francophones, là. Donc, elle a vécu ça, ce mépris-là, cette honte-là. Et... c'était une grande femme et tout. Et dans ce temps-là, il y avait pas, on parlait pas de pilules anticonceptionnelles, là. C'était pas encore là, là. Donc, elle a eu des enfants hors mariage, ma grand-mère. Et dans ce temps-là, c'était un péché capital, là. Si tu avais un enfant avant de te marier, tu étais la honte de la famille, tu étais pointé du doigt dans ton village. Imaginez, là, des petits villages où tout le monde se connaît. Et c'est pour ça qu'il y avait plein de cachotteries. Ah, elle est partie vivre quelques mois pour aider une grande tante à Montréal. C'était pas ça pendant tout. C'était pour cacher la grossesse et tout et tout. Donc, elle a vécu ça, ma grand-mère. Mais ça s'est su, là. Les gens sont pas fous, ça s'est su. Et déjà que mon arrière-grand-mère était pointée du doigt parce qu'elle était abandonnée par son mari. C'était vu comme une faute sur elle, pratiquement. Faute sur elle. Le curé du village, il la lâchait pas. Marie-Laure. Puis là, pour arriver, là, mon arrière-grand-mère, elle faisait des savons du pays. Elle faisait des tapis nattés, qu'on appelait, tu sais, les tapis en rond, les vieux tapis de grand-maman. Là. Bon, elle faisait ça. Elle tirait aux cartes, elle tirait dans le thé. Les touristes venaient la voir, puis écoute, elle essayait de... trouver une façon de survivre sans avoir un revenu. C'est ça. Puis c'était même une humoriste avant son temps, parce qu'elle partait avec sa petite chaudière, là, en fer blanc, que ma mère me disait, en fin de journée, puis elle allait voir le boucher. Elle racontait des blagues, parce qu'elle était très drôle, elle avait tout un sens de l'humour. Elle racontait des blagues, elle faisait rire le boucher. Le boucher, il donnait 2-3 morceaux de bœuf ou whatever. C'était très débrouillard. Très débrouillard. Après ça, elle partait, elle allait voir le boulanger, racontait 3-4 blagues, il donnait du pain, puis elle revenait. C'est comme ça qu'elle arrivait. Mais tu sais, ça, c'est fou parce que c'est pas la même époque, mais au final... Tu sais, moi, je pense, mettons, aux femmes qui sont victimes de violences conjugales aujourd'hui, tu sais, qui peuvent avoir un emploi puis, tu sais, avoir leurs propres ressources et tout ça, mais au final, de devoir quitter puis le fardeau de se dire, OK, si je fais ce choix-là, je me retrouve seule avec des enfants à m'occuper. Oui, c'est une vulnérabilité financière, puis souvent, c'est cette vulnérabilité-là qui empêche certaines femmes de quitter ce milieu-là, parce qu'on se dit, ben, je vais me ramasser dans la rue. Je vais me ramasser dans la rue, Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça, d'être en rue? Tu sais, des fois, avec les enfants, c'est pas évident. Non. Mais là, toi, ton arrière-grand-mère n'a pas eu ce choix-là. Non. Elle s'est fait imposer ça, puis elle a essayé de faire le mieux qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait. T'sais. Exactement. Mais ça, la violence, ça s'en vient avec ma grand-mère, en fait. Parce que comme elle a eu des enfants hors mariage, là, tout le monde le sait. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas un homme qui veut te marier parce que tu n'es pas assez... noble ou digne, disons-le comme ça. Et donc, l'homme du village qui a voulu la marier, ben, il y avait comme plus que 15 ans de plus vieux qu'elle, mon grand-père, et il était alcoolique. Tu sais, il y en avait beaucoup dans ce temps-là, à l'époque, ça buvait beaucoup. Pas diagnostiqué, non? Ben, pas diagnostiqué, c'était quasiment comme... normalisé, normalisé d'une certaine façon. Donc, lui, il vient d'une famille écossaise. Graham, c'est le nom de famille. Donc, probablement que l'alcoolisme aussi, c'est des fois intergénérationnel. Oui. Tout est un peu relié aussi. Là. Tout est un effet relié. De cette violence-là, tout ça, un autre coping mechanism. Exactement. Donc, encore une famille pauvre. Lui, c'est plus l'alcoolisme de son côté. Alors, il a marié ma grand-mère, qui était beaucoup plus jeune que lui. Et donc, un couple très, très pauvre, tellement pauvre que leur première maison, c'était un ancien poulailler qui ont retapé. Puis, oui,
ça appartenait à un homme d'affaires à l'époque. Il y avait des poulaillers, puis il les louait à les gens les plus pauvres de la du village. Des fois, de se dire comment ça se passait dans ce temps-là. Mais c'est pas il y a 100 ans, là. Non, c'est ça. Oui, ma mère, pas ça, là. Ma mère a passé quelques années dans ce vieux poulailler. Elle se souvient de se lever le matin, l'hiver, les cheveux poignés dans le frima, dans la glace, sur le mur, là, tu sais, genre, tes cheveux sont poignés là. Oui. Quand est née ma mère est née un 25 mars, mon grand-père était au camp de bûcheron, ben là, elle avait déjà, je sais pas, 6 enfants, là, ma grand-mère, dans une petite maison de rien. Donc, ben, pour la tenir au chaud, elle a ouvert la porte du four, puis... ma mère a dormi dans une casserole, probablement, dans rôtissoir, à feu très doux, pour la tenir au chaud, parce que 25 mars, dans une poulailler pas isolée... C'est frais, là. C'est frisquet. C'est frette. C'est frisquet, quelque chose de rare, là. Son parrain, ben c'est le mendiant du village qui est arrivé par là, par hasard, puis ma grand-mère, elle lui a demandé, « Bon, t'as-tu le goût d'être parrain? » Elle dit, ben oui. Ben ça, c'est la petite... Mon Dieu, tu me racontes l'histoire, puis c'est fou, on dirait que ça n'existe pas, c'est pas le Québec que tu nous racontes, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et là, vu que mon grand-père était alcoolique, il allait au camp de bûcheron, quand il revenait, et là, il y avait des sous, mais malheureusement, il buvait du camp de bûcheron jusqu'à temps d'arriver à la maison. Alors, quand il arrivait, il y avait comme plus vraiment d'argent. Et là, la chicane commençait, tout ça. Et quand mon grand-père buvait, il était violent. Et il était violent envers ses enfants. Ma mère, heureusement, probablement qu'il la sentait tellement fragile, n'a jamais reçu les coups de mon grand-père. Mon grand-père, quand il arrivait sous la nuit, pour dessouler, ça, il prenait sa soupe aux clames. Bon, il vendait dans le temps. Un de choix, quand même. Ouais, c'est ça. Et là, il allait réveiller ma mère, il l'appelait la petite Jeanne, et ma mère faisait la petite soupe aux clames. Ça prenait sa petite Jeanne pour faire sa soupe. Et là, elle dit, les genoux me tremblaient, j'avais assez peur de recevoir un coup de ceinture ou quoi que ce soit, mais non. Elle n'a jamais été frappée. Mais même de se faire réveiller dans le milieu de la nuit pour se faire donner des ordres de « fais-moi ma soupe », on s'entend, c'est pas physique, mais c'est assez psychologique, puis assez pour qu'elle tremble et qu'elle ait peur même si c'est juste un « fais-moi une soupe ». Exact. Mais là, il y a la violence verbale de ma grand-mère. La violence physique, c'était mon grand-père quand il était sous. Quand il était à jeun, c'était un homme qui s'exprimait bien, qui ne dénigrait pas ses enfants, il était respectueux. Cette distinction-là de son personnage, un peu sa version de lui sous l'effet de l'alcool, sa version de lui pas sous l'effet de l'alcool, mais en même temps, est-ce que tu penses que c'est la même personne aussi, puis c'est un choix qu'il fait quand même de se mettre dans cet état-là? Oui, c'est ça, mais c'était un homme complètement différent, tandis que ma grand-mère, elle était frustrée de cette vie-là. Frustrée d'avoir des enfants d'un homme qu'elle n'avait pas nécessairement choisi. Frustrée, c'était une belle femme. Elle s'est mariée à 17 ans. Elle avait déjà eu 2 enfants hors mariage. Donc, elle n'était pas heureuse, mais pas du tout. C'était dur pour ces femmes dans ce temps-là. Elle accouchait souvent seule parce que lui était parti au camp de bûcheron. Il revenait, il était sous, il n'y avait plus d'argent. Bon, on peut imaginer le portrait. C'était une vie vraiment de misère, là. Tu sais, manger des plures de patates avec de la petite sauce brune, là, ma mère, il en a mangé, là. Tu sais, il n'y avait pas beaucoup de nourriture. Et d'aller à l'école un jour sur 2 parce qu'il n'y avait pas assez de vêtements pour les enfants, puis d'ouvrir la porte, puis les gens du village donnaient des poches de vêtements parce qu'ils savaient qu'ils étaient très, très pauvres. Tu sais, ma mère a quitté l'école, elle avait 14 ans ou 12-13 ans. Sa mère est venue la chercher dans la classe pour l'envoyer à la shop de couture parce que, ah ouais, ma petite, il faut que tu aies des sous pour la famille. Donc, ma grand-mère était frustrée de ça et elle, c'était de la violence verbale envers ses enfants et envers ses filles en particulier. Elle a eu 6 filles. C'est comme si elle était un peu jalouse parce que quand ses filles ont grandi, puis Saint-Gabriel, l'été, il y avait plein de cabarets à cause du lac, les touristes. C'était une ville avec qui avait une belle vie culturelle et tout ça. Et les filles travaillaient fort, mais le soir, elles avaient le droit de sortir, tandis que elle
Elle avait encore des tâches ménagères, elle avait encore des enfants plus jeunes. Elle était encore prisonnière à la maison. Elle était encore prisonnière de ses choix qui n'étaient pas ses choix, qui étaient imposés. C'est ça. C'est fâchant quand même de devoir le subir alors qu'au final, c'est pas toi du tout qui as choisi cette vie-là. Puis de savoir aussi que tu aurais pu avoir une meilleure vie si ton mari prenait pas les sous qu'il faisait pour boire, puis sombrer dans l'alcoolisme, là. C'est ça, exactement. C'est fâchant. Donc, sauf que il n'y avait pas la psychologie à l'époque. Il y avait pas de réseau pour essayer de grandir puis d'essayer de consulter pour se faire aider. Alors, elle, là, toute sa frustration, elle le crachait sur ses filles. Donc, jamais, oublie ça, jamais un je t'aime, c'était l'inverse. C'était crier, hurler, c'était dénigrer, c'était de la méchanceté. Et ma mère m'a dit que ça a fait plus mal que la violence paternelle. Pourquoi tu penses? Parce que ça vient vraiment travailler, ça vient agir directement sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi. C'est du non-amour total. Tandis que le père, les enfants pouvaient se dire « Ah, quand il est saoul, il n'est pas lui-même. » Mais quand il était à jeun, il était poli et il traitait... Ce que ma mère, ce que je remarque là, de ce qui était le plus important pour elle, c'est qu'ils étaient tous égaux. Mais ma grand-mère, elle chouchoutait ses fils et elle dénigrait ses filles. Et ça, c'était très, très difficile. Est-ce que tu penses qu'elle se voyait un peu en ses filles puis elle aurait aimé ça avoir ce que ses filles avaient? Mais c'est clair. Puis, tu sais, ma grand-mère, c'était une belle grande femme. Puis mes tantes, j'avais des tantes, tante Diane qui mesurait 6 pieds, toutes des belles filles qui sortaient, travaillaient fort, là. Ma mère, elle gardait des enfants, travaillait à la shop de couture, puis elle travaillait comme aide cuisinière, là, tu sais, quand elle arrêtait pas de travailler parce qu'il restait plus de sous de la shop de couture, il fallait qu'elle donne tous ses sous à sa mère et il fallait qu'elle ait d'autres petits jobs, là, parce qu'elle a commencé à sortir avec mon père. Elle voulait des sous pour s'habiller, elle voulait des sous pour ses petites dépenses. Donc, elle travaillait sans arrêt. Puis mon grand-père était très sévère. Elle devait revenir à 9h le soir. Il était super sévère. En tout cas, c'était quelque chose. Donc, mais ma grand-mère, oui, et l'idole de ma grand-mère, c'était Alice Robbie. Et ma grand-mère chantait super bien, paraît-il. Puis là, à un moment donné, à cause qu'il n'y avait pas de job, ils sont partis vivre en Abitibi. Et mon grand-père, qui travaillait sur la Drave, dans les camps de bûcherons, avait été dynamiteur dans les mines à Val-d'Or. Malheureusement, à cause de son alcoolisme, à un moment donné, dans son thermos, il mettait plus de vin que de café. Alors, il s'est trompé dans le dynamite, là, puis il a fait sauter une partie de la mine. Bref, il a perdu sa job. Et pour arriver, ma grand-mère, elle chantait au Moose Bar. C'était vraiment, il paraît, ma mère a dit, c'était le pire du pire de son enfance, c'était la période à Val-d'Or où mon grand-père avait perdu sa job, puis que là, il vivait dans un vieux sous-sol humide où il y avait de la moisissure, c'était affreux, et ma grand-mère qui chantait au Moose Bar, mon grand-père qui buvait. Ma grand-mère avait fait un tapis, puis elle faisait des petits coupons, puis elle disait aux enfants, aller vendre des coupons, puis on va dire qu'il y a un tirage. Mais elle faisait jamais tirer le tapis, tu sais. C'est comme... Elle disait que c'était telle madame qui l'avait gagné, c'était pas vrai pantoute. C'était tous des stratagèmes pour essayer de survivre, là, aller vendre des petites canettes. Parce que j'imagine que même ayant un emploi, puis ton grand-père qui revenait avec un petit peu de sous, tu sais, au moins, il y avait un revenu stable, là, tu sais, qui rentrait. Oui. Là, je veux juste faire une petite parenthèse parce que si jamais vous entendez un bruit. Son beau petit pitou, Juliette. Mais Juliette ronfle énormément. Oui, Juliette, ici présente, a une trompette à la place du nez. Et, bon, on ne sait pas si le bruit là, c'est sûr qu'on l'entend, là. Oui, vous l'entendez, hein? Bon, OK. Petite pause Juju. OK. Petite pause, c'est pas nous qui ronfle. On tenait simplement à le mentionner. J'ai entendu un coup, mais au début, je me suis dit, peut-être qu'on l'entend pas, mais là, c'est sûr qu'on l'a entendu. Il y a des limites à garder notre sérieux aussi quand on entend ça. C'est un exercice en soi. Fait qu'après ça, l'époque Val-d'Or, ils sont revenus, puis ils se sauvaient souvent la nuit, ils changeaient de logement parce qu'ils pouvaient pas payer, tu sais. Donc, elle a vécu tout ça. Les cris, les hurlements,
ma mère, quand ça criait trop, elle allait chez mon arrière-grand-mère, Marie-Laure, qui, elle, malgré la pauvreté puis ce qu'elle a vécu avec son mari qui l'a abandonnée, était une femme extrêmement bonne et extrêmement généreuse et aimante pour ses petits-enfants. Donc, ma mère, pour elle, c'est un refuge. Alors, elle a trouvé des modèles d'amour à l'extérieur de sa propre famille, avec mon arrière-grand-mère, mais elle avait une de ses tantes qui, elle, était heureuse dans sa vie de couple. Elle aimait son mari l'aimait. Ils étaient pauvres, là, ils étaient pas riches, mais il y avait de l'amour dans cette famille-là. Et ça, ma mère m'en parle, j'ai des frissons quand je vous en parle. Oui, parce que ça me touche. elle, quand il y avait, mettons, le temps des fêtes, tout ça, elle n'arrêtait pas de les observer, comment ils se parlaient, comment... Elle voyait l'amour. Et probablement que dans sa tête d'enfant, elle se disait, ça existe, c'est possible. Donc, tous les modèles d'amour qu'elle pouvait voir, elle se nourrissait de ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux remarquer, mettons, chez les victimes avec qui tu travailles, de dire qu'elles s'inspirent parfois de modèles justement autour d'eux? Parce que, tu sais, des fois, les ressources sont pas toujours accessibles. Fait que c'est le fun d'avoir un support qui est bien instruit sur le sujet, mais aussi d'avoir des gens dans notre famille ou dans notre entourage, des fois, j'imagine aussi, qui sont beaucoup isolés. Oui, je te dirais, la question en tant que telle par rapport à les gens avec qui je travaille, c'est difficile pour moi de dire parce que c'est pas nécessairement de ça que je traite dans mon métier d'avocate. Mais je pense que d'être capable d'identifier un peu nos patterns en amour puis d'où ça vient, est-ce que c'est des choses qui m'appartiennent? Est-ce que c'est des choses que j'ai appris par la bande un petit peu de mon éducation? J'adore le terme modèle d'amour parce que c'est essentiel, je trouve qu'on puisse avoir ça, surtout en tant que jeune femme, Sam et moi, c'est essentiel pour de grandir à travers ça parce que il faut qu'on les reproduise, les bons modèles d'amour, parce que c'est une façon aussi un facteur de protection, je vais l'appeler comme ça avec le petit jargon, mais c'est super bon pour que nous, on puisse recréer ces modèles-là qui sont sains et de se couper un petit peu. C'est une autre version de la violence s'arrête avec nous. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est une des facettes dans laquelle on peut faire que ce pattern-là soit coupé ou modifié, mais ça vient un peu par nous de regarder notre entourage, les couples qui sont dans notre entourage et se dire, est-ce que ça, j'aime ça? Est-ce que je veux ramener ça dans mon mode à moi, dans mon modèle? Est-ce que ça, j'aime pas ça? Ça, je laisse à ce modèle-là. Puis d'essayer de s'entourer de ces gens-là qui nous inspirent dans ce qui est positif pour nous, notre version de l'amour, ça ressemble à quoi? Oui, parce que notre famille, ça veut pas dire que c'est une fatalité. Justement, on a le choix. C'est ça, le choix. On peut sortir de ça. C'était une des questions quand on a discuté ensemble, les trois, avant le tournage. On a parlé de... Est-ce que c'est possible de donner à quelqu'un quelque chose qu'on n'a pas vécu nous-mêmes? Oui, absolument. C'est exceptionnel, ça. Moi, je l'ai vécu avec ma mère, parce que ma mère, quand elle a rencontré mon père, lui vient d'une famille bourgeoise, donc seulement 3 enfants. C'était pas la famille parfaite, parce qu'on est à une certaine époque. Donc, ma grand-mère, quand même très soumise, mon grand-père qui travaillait pour le gouvernement fédéral, puis ma grand-mère, très soumise. Donc, les femmes soumises. Ça, c'est un petit peu le modèle que ma mère a eu, mais pas de violence, pas de cris, pas de violence physique, pas de violence verbale non plus. Du narcissisme un petit peu, ou de l'égocentrisme du côté de l'homme, peut-être, mais pas de violence comme telle. Mais peut-être une dysfonction dans les modèles de pouvoir, parce que tu as répété le mot soumise quand même, et là un petit peu d'égocentrisme narcissique. Le pouvoir n'est pas le même. C'était un peu l'époque, encore des femmes. C'est pour ça qu'on dit qu'on revient, on arrive de tellement loin. Et on est à quelle époque quand tu racontes cette partie-là ma mère s'est mariée en 66. Okay. Avec mon père après 5 ans. Donc, mettons, dans les années à peu près début 60, ils ont commencé à sortir ensemble. Okay. Et ils se sont mariés en 66. Donc, on est dans les années 60. Okay? Donc, il commence à y avoir un petit peu la libération des femmes, mais c'est sous-jacent. C'est sous-jacent. C'est ça, un peu derrière les portes fermées, pas encore trop sur la place publique. Là. Exactement. C'est encore le modèle de la femme plus à la maison que la femme qui s'émancipe. Mais ce que ma mère ne voulait pas, c'était la violence. Et elle avait dit à mon père, tu sais, je veux qu'on se marie, je t'aime, bon, tout ça, mais
faut qu'il n'y ait jamais de violence dans notre famille. Elle n'était pas capable. Oui, tu nous avais dit que ta mère n'aimait pas ça. Mon Dieu! Moi et ma sœur, on se chicanait. On a 3 ans de différence. Enfant, on se chicanait beaucoup. Et j'ai un souvenir très vif dans ma mémoire. On était dans le salon, tu sais, je le vois, là. Et là, ma mère éclate en sanglots de nous voir, ma sœur et moi, se chicaner. Parce que ça venait carrément réveiller la violence et les cris, qu'elle était traumatisée par ça. Puis ça, après ça, je pense qu'on s'est calmé, ma soeur et moi, je chicane autrement. Mais tu vois, ça aussi, c'est quand même une façon de ne pas transmettre ça à toi et ta soeur, justement, tu sais, d'exprimer « Hey, j'aime pas ça », tu sais, par les pleurs ou par les mots. Vous avez été en mesure d'identifier ça comme « Oh, c'est quelque chose qui, tu sais, je vais dire le mot en anglais, le trigger ». Oui. Qui va venir réveiller des choses, justement, que vous constatez qu'elle a vécu. Fait que ça vous permet aussi que la dynamique entre toi et ta sœur change un peu, justement, aussi, puis que ça soit pas on se chicane tout le temps, puis on crie. Quand on a des différends, ben on va plutôt se parler calmement, puis essayer de régler le problème ensemble, plutôt que de se crier après. Oui, c'est ça nous avait marqué de voir notre mère, qui est figure à quelque part d'autorité, qu'on fasse quelque chose qui la fasse pleurer, tu sais, ça moi, ça m'a marqué. Et mes parents ne se sont jamais chicanés devant nous. Jamais, tu sais, élever le ton, mettons, mon père pourrait dire, « Ben là, Jeanne, franchement. » Ça, c'est peut-être le plus élevé que j'ai entendu. Est-ce qu'ils ont toujours été d'accord? Non. Est-ce qu'ils sont un couple parfait? Non. C'est pas ça l'expectative non plus. Ils ont eu des désaccords, ils ont eu leur haut, ils ont eu leur bas, mais jamais ils nous ont crié après, et j'ai jamais eu peur que mon père puisse même lever le petit doigt sur nous, là. Ça, jamais. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux que mes parents ont pu nous faire, de ne pas voir des chicanes de couple, puis tout ça, il me semble sensible comme je suis, définitivement que juste ça m'aurait affecté. Fait que ça, je suis bien contente de ça. Ça, c'est un beau cadeau qu'ils nous ont fait. Ben oui, parce qu'en même temps, même, tu sais, toi et ta sœur, vous devenez plus juste des témoins, vous devenez impliqués aussi dans cette violence-là, de juste par... Vous vivez cette atmosphère-là qui est créée par les parents, qui est pas sain pour les enfants. Fait qu'on est même plus loin de dire vous êtes témoin de ça, si vous allez être des victimes, vous aussi, à part entière. Fait que, tu sais, tes parents vous ont épargné ça. Oui, ils ont brisé le cycle. Exact. Oui. Juste de pas créer une atmosphère. Des fois, c'est juste des petits détails comme ça, l'atmosphère de stress, marcher sur des œufs. Bien, ça aussi, ça peut vous affecter, même si des fois, on se dit, devant nous, ils n'ont rien fait, mais en arrière, les portes cachées, ça aussi, ça vient créer une dynamique, là. Oui. Bien, marcher sur des œufs, mon père, un petit peu, là, parce que, bon, des fois, il était... c'était pas l'homme qui parlait beaucoup, puis il arrivait de son travail, puis il fallait pas déranger, bon, tout ça, mais tu sais... Oui, c'est une forme de violence, tu sais, à quelque part, marcher sur des œufs, puis les fesses serrées, là, parce que, tu sais, on a peur que... Tu sais jamais ce qui peut arriver, puis t'es toujours comme un peu en mode de... C'est ça. Mais on savait qu'elle attend que papa arrive, puis, tu sais, moi, ma mère, elle a vécu ça, je le sais, là, ma grand-mère, elle se fâchait jamais après ses enfants, mais après, c'était... Attends que ton père arrive, tu sais, comme si le père, puis mon grand-père était pas du tout ma grand-mère, elle violent, disait ça à ses enfants. Tu vas voir quand ton père va arriver. Oui, mais ça, ça ramène un peu comme au sujet principal d'aujourd'hui, mais l'époque. Oui. Tu sais, c'est fou à quel point on normalisait ou on tolérait plus la violence, autant physique que verbale, parce que, justement, les ressources, l'éducation, toutes ces choses-là, on n'avait pas nécessairement accès à tout ce qu'on a accès aujourd'hui. C'est ce qui était connu. C'est ce qui était connu. Il n'y a personne qui vient contredire cette façon de penser-là non plus. C'était pas anormal, là, la ceinture ou la cuillère à bois, là. Non, mais c'est ça, aujourd'hui, jamais. Ma mère, elle écrivait de la main gauche au couvent, puis c'était très mal vu. C'était la main du diable, genre. Puis l'institutrice lui a cassé le poignet à coups de règle. Dans la classe, elle a perdu connaissance, là, tu sais. Fait que la violence était partout. La violence était dans les classes. Mais ça veut pas dire que toutes les religieuses et les religieux étaient violents. Je pense que dans tous les milieux, il y avait vraiment des bonnes personnes. Mais malheureusement, c'était comme à quelque part... Mais là, ça, c'était extrême, là. Là, ma mère elle a parlé à la direction d'école, puis ça, c'était quand même extrême. Mais la violence était quand même là, la violence verbale aussi. Fait que oui, c'était une époque où c'est insidieux. La violence était un petit peu partout. Heureusement, là, la psychologie est arrivée, l'évolution des pensées, les droits des enfants, les droits des femmes. Fait, mais c'est long tout ça. Puis du côté de la famille de ma mère,
dans ses frères et sœurs, il y a de l'alcoolisme qui est resté dans certains milieux, il y a de la violence qui est allée dans certains milieux aussi. Et ma mère, heureusement, elle a c'est ça, elle a coupé ça, ce côté noir, négatif. Bon, Juliette qui vient de ronfler, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'était quand même assez puissant. C'était très puissant, là. Le petit tracteur est parti. Oui, le petit tracteur est parti. Donc, c'est pas tous les enfants, frères et sœurs, qui ont cassé ce modèle-là. Merci la vie, okay. Je touche du bois. C'est intéressant, ça, que chacun peut choisir son modèle, puis il y en a qui ont décidé, ou ils ont juste pas fait un choix, en fait, là. C'est juste suivi un peu dans cette ligne-là. Bien, suivi, puis on dit suivi, je pense que c'est ça, toi, que tu connais du rapport homme-femme. C'est ça que toi, tu connais de l'amour malsain. C'est tes références. J'ai l'impression que c'est comme ça t'intègre en toi et il faut être... Ma mère c'est dans ton ADN même, je dirais, encore plus loin, parce que tu nais un peu avec ces traumas-là. Quand t'es exposé à quelque chose, c'est sûr que c'est plus facile de le reproduire que de reproduire quelque chose que t'as jamais vécu. Fait que c'est un peu là quand on disait que... Ben, c'est ton normal, ton familier. Ouais, ça pour toi, c'est ça qui est sécuritaire, c'est cet abus-là, c'est tout ce que tu connais. C'est pour ça que, tu sais, les femmes ont dit le syndrome de la femme battue. Tu sais, comment ça fait qu'elle trouve toujours des gars qui l'aiment? C'est parce que c'est comme... c'est ça, c'est un point de repère. C'est pas ça qu'elle veut, nécessairement. C'est pas ça qu'elle veut, là. Ça se fait comme tout ça. Oui, parce que c'est ça qu'elle connaît. Mais, tu sais, ma mère, la petite Jeanne, qui était si fragile que mon grand-père n'osait pas frapper, qui était comme la plus fragile de la famille, dans le fond, c'était une des plus fortes. Parce que intérieurement, elle s'est dit, non, je vais pas reproduire ça. Puis, assez fort pour casser cet ADN-là, casser... Tu sais, ce qui serait comme, dans le fond, juste une normale. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de c'est long, tu sais, les ressources, les systèmes mis en place pour aider. Mais encore aujourd'hui, ça fait vraiment... C'est ça le lien, en fait, entre cette époque-là et aujourd'hui. Je veux dire, ce podcast-là existe parce que, justement, on essaie d'améliorer les choses, on essaie de vulgariser le système judiciaire, surtout avec Alexa qui en parle si bien, tu sais, de justement rendre ça accessible. Mais encore aujourd'hui, c'est un travail vraiment intense qu'on doit faire, que tu fais à chaque fois que tu fais des rencontres avec des clients, que tu vas plaider. Tu sais, ça fait partie de la discussion encore aujourd'hui qu'il faut avoir, parce que si on arrête d'en parler, on va arrêter d'évoluer. Mais tu sais, j'imagine aussi que dans ce temps-là, ça devait pas être aussi facile qu'aujourd'hui d'avoir accès à un avocat, d'avoir accès à des ressources, d'avoir... Même juste de s'en rendre compte soi-même que c'est ça qu'on vit. Quand on n'a pas les mots pour identifier ce qu'on vit, c'est dur d'agir différent aussi à propos de ça, là. C'est en plein ça. Parce que dans les villages, à l'époque, là, les familles pauvres, il y en avait, puis c'était comme ça, là, tu sais, c'était... Comme le tabou un peu de ça. Est-ce qu'il y avait des représailles si on verbalisait « Hey, mon mari me frappe », est-ce que t'étais mal vu dans ta petite communauté où est-ce que tout le monde se connaît? Est-ce que ça limite tes opportunités d'emploi? Je pense que ça peut aller loin. C'est juste de cacher quelqu'un parce qu'elle a une grossesse hors mariage, je veux dire, ça dit tout, là. Non, puis la réputation de la famille après, puis tout, ça suit. C'est un poids que la femme va porter de « je vais pas briser ma famille » parce que là, on va être mal vu en tant que famille au complet. Est-ce que c'est le fardeau qui est porté seul par la femme? Et puis ça se transpose à aujourd'hui, là, à 100%. là. Définitivement. En soi, ce qui est vécu n'est pas la même chose nécessairement. Parfois, oui, mais le thème général de ce qu'on discute aujourd'hui, je veux dire, c'est encore très d'actualité, puis c'est important qu'on en parle. Là. Absolument. Puis ma tante est tombée enceinte aussi, une autre de mes tantes hors mariage, parce qu'on parlait pas de contraception, il n'y en avait pas d'éducation sexuelle. Tu sais, on recule des années 60, là, début 60, c'était pas facile, c'était pas courant, là. Et ma tante Lily, que j'aime beaucoup, qui travaillait à Montréal, elle, sa façon de s'échapper de la pauvreté, c'était de venir travailler à Montréal dans des beaux magasins, style Eaton de l'époque, là, de s'entourer de belles choses. Pour elle, c'était sa façon de s'éloigner de la pauvreté. Et bref, elle s'était fait agresser, elle est tombée enceinte et elle était allée au poste de police et les policiers lui ont simplement dit « ben c'était à vous de ne pas vous habiller comme ça ». Bon.
Ça, c'était l'époque. Et elle est tombée enceinte et sa mère la traitait de putain. Donc, tu sais, quand on parle de violence verbale, là, c'était elle-même avait vécu ça, mais ses filles étaient encore plus méchantes. C'est comme si elle se défoulait sur ses filles. Donc, ma tante, elle, a passé sa grossesse à Montréal. Il y avait un centre pour les femmes enceintes hors mariage, tenu par les religieuses, et comme ça, les familles étaient épargnées. C'était effrayant, là. Ma grand-mère... honte que ces femmes-là doivent ça n'avait pas de sens. Garder eux-mêmes et transmettre, là. Oui. Il y avait ma tante me disait, il y avait une femme, elle, une jeune femme, enceinte. Elle, c'était une habituée. Elle arrivait, je pense, des Maritimes, et son père l'envoyait là, puis il payait pour elle, puis tout ça. Fait qu'elle, elle avait des sous, il payait les religieuses, puis c'était peut-être la deuxième fois que ça lui était arrivé. Mais ma tante, elle, qui avait pas de moyens, il fallait qu'elle fasse du ménage. Fait que, tu sais, 8 mois enceinte, là, à 4 pattes, laver les planchers pour pouvoir se payer, tu sais, avoir un petit peu de nourriture, là. Et quand elles accouchaient par les religieuses, ma tante, on lui avait attaché les mains dans le lit pendant l'accouchement. Ça, c'était pour, comme punition, là, d'avoir procréé avant le mariage, là. Ouais. Fait que la violence, c'était aussi à travers les institutions établies. Violence institutionnelle. Oui, violence institutionnelle. Qui existe encore de nos jours, là. C'est ça. Fait qu'on part de très, très loin. Puis, tu sais, d'abord... En même temps, on dirait pas qu'on est tant loin dans les années. Ça pourrait être hier, là. On dirait que c'est une scène de Moyen-Âge, là, cette histoire-là. Oui, c'est ça, un peu de torture médiévale. C'est 2-3 générations, puis ça y est. C'est ça, c'est pas si longtemps que ça quand on y pense réellement. Fait que moi, là, quand j'entends des tunes de rappers, là, puis de bitch, puis qui diminuent les femmes, leur estime d'elles, puis qui les traitent de ci puis de ça, je suis pas capable. J'ai bien de la misère. Mais j'imagine que ça doit être fâchant, justement, parce que tu sais ce que ta mère, ce que ta grand-mère, ce que ton arrière-grand-mère ont vécu, puis pourquoi ils se sont battus pour se sortir de ça, puis là, on dirait qu'il y a comme un... Il y a comme une espèce... Est-ce que je me trompe ou il y a comme un courant? Ouais. Oui, hein? Ouais. Définitivement. On rabaisse puis là, il y a des filles qui malheureusement embarquent dans ça aussi. Tu sais, ça se joue à 2 niveaux, cela, là. Mais, tu sais, sans être, là, féministe, là, tu sais, moi, les hommes, c'est pas ça pantoute. C'est d'avoir un langage où on connecte ensemble, puis, tu sais, de vouloir être égal à tout prix. Moi, je considère que je suis différente d'un homme, puis un homme est différent de moi. On a des forces, on a des faiblesses. Ensemble, on peut juste faire des belles choses ensemble, tu sais. C'est les différences qui font que on peut s'assembler, puis... T'sais, on a des forces, des faiblesses chacun, puis si on s'assemble, ça fait beaucoup plus de sens que si on fait juste... des différences qui sont nécessaires, exact. Je pense aussi. Oui, le but, c'est pas qu'on veut pas tout faire nécessairement en tant que femme. Il y a des choses qu'on peut faire, qu'on veut faire. Il y a des choses que les hommes, on veut qu'ils fassent, qu'eux aussi veulent faire. C'est un beau mélange, là, ultimement. C'est un beau mélange. Biologiquement, on est fait différemment au départ. Mais c'est le respect de l'autre. Oui, la considération, le respect, on existe, on a une valeur aussi qui est nécessaire. Puis tu sais, je parlais de ma famille, ma grand-mère, bon, tout ça, mais mon grand-père qui battait, ben tu sais, il y a eu de la violence. Je sais qu'il y a un de ses fils qui était violent aussi, qui buvait puis qui était violent. Ben, c'est ça qu'il a vu. Chez les garçons, c'est ça aussi. C'est les modèles qu'on transmet à nos garçons. Oui. Là, je pense qu'au Québec, les gars sont un peu mélangés, là. Ça se peut-tu? Bien, il y a une partie, pas tout. J'ai l'impression. C'est sûr que là, on est les 3 hommes. femmes autour de la table qui en discutent. Ouais, je serais curieuse d'avoir la perspective d'un jeune homme dans nos âges. Je pense que le patriarcat en soi, c'est négatif autant pour les femmes que pour les hommes. Parce qu'on leur enseigne que leurs émotions sont pas bonnes. La seule émotion qui est bonne, c'est la colère. On peut pas pleurer, il n'y a pas de vulnérabilité. Il faut être fort, il faut avoir des muscles, il faut se défendre avec ses bras. Cette éducation-là qui est autant nocive pour eux parce que leur seule extériorisation des émotions, c'est par la colère. Puis évidemment, ben, c'est un mur, c'est sur les femmes, leurs conjointes, leur mère, même aussi, c'est sur les animaux. Tu sais, cette émotion-là, il va falloir qu'ils l'expulsent d'une façon ou d'une autre. C'est ça. Mais exactement. Ça, c'est enseigné par les hommes, le patriarcat en général. Fait que c'est nocif pour tout le monde. À ce niveau-là, pour moi, il n'y a pas de distinction à faire. C'est juste des mentalités qu'on doit changer pour les hommes et les femmes. Là. Je l'ai pas vu, moi, le documentaire, là, tu sais, du Superman, là.
lâche pas trop, là. Ouais. Les mâles alpha, là. Ah, on dirait que je l'ai pas vu parce que... On n'a pas envie de donner une plateforme. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais ça fait quand même... c'est pas le fun. C'est pas le fun de savoir que... Non, que ça existe, puis que ça peut être un modèle pour des jeunes hommes, là. Il y a personne à gagner dans ce genre de modèle-là. Tout extrémisme, que ce soit dans n'importe quoi, il y a rien de gagnant dans ça. Bien, je pense que ce qu'on peut retenir de la conversation qu'on a eue aujourd'hui, justement, c'est, tu sais, on a parlé des années 40, des années 50, des années 60, 70, et aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, ces conversations-là sont vraiment d'actualité, sont vraiment importantes à avoir. Elles sont différentes, mais il y a des tissus qui se relient. C'est la même ficelle à travers le temps, je pense. Juste d'une autre façon, puis dans une autre société, mais ultimement, ça reste que le cœur de la violence est la même. Là. Exactement. Il y a des traumas intergénérationnels qu'il faut être capable d'identifier, puis être capable de comprendre si vous êtes pris dans justement, là, dans une espèce de cercle vicieux. J'ai été élevée dans ça, ma grand-mère, vous pouvez faire quelque chose. Vous avez le droit, en fait, de réfléchir. Puis c'est pas facile, puis je suis pas en train de dire c'est facile, tu as juste à faire le choix. Non, c'est pas facile, ça prend une réflexion. Des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est possible. En tout cas, ma mère en est un exemple. Je suis le résultat de cet exemple-là. Tu vas ça aussi, puis tu as ça en toi aussi, de vouloir mettre fin à ce cycle-là. Absolument. Puis tu le propages, c'est même pas juste dans ta famille immédiate, je pense, mais aussi dans toutes les relations qu'on peut avoir. Là. Tout à fait. Moi, je suis pro-communication, on échange le respect, on essaie le plus possible de l'harmonie. On a des désaccords, à ta minute, on s'en parle, dans le calme. Tu sais, c'est comme ça que j'ai été élevée. Puis, mais ça ne veut pas dire que des fois, j'ai pas le goût de pogner les nerfs quand je suis une lumière rouge puis qu'il y a un tapon devant moi. Là. Ça, c'est... Tout le monde fait ça. Ça s'applique à tout le monde. C'est moi il y a 1h30. Claudine, merci beaucoup d'avoir... d'être livrée comme ça à nous. On l'apprécie vraiment. Puis c'était un plaisir de t'avoir à notre podcast. Ça nous donne une vision exceptionnelle du Québec à travers un peu des histoires. Oui, un petit flash, mais c'est super intéressant de voir on sait que t'es fan d'histoire aussi. Ben oui, j'ai étudié en histoire, fait que c'est un petit peu pour ça, mais écoutez, toutes les familles du Québec ont leur propre histoire. Il suffit de gratter un petit peu, poser des questions. Il y a des histoires exceptionnelles. Moi, j'aimerais ça si l'histoire pouvait se retrouver en film, parce qu'il y a vraiment, ça se lit comme un roman. Par contre, vous allez dire, est-ce qu'on peut le retrouver, mon livre? Ben non, difficilement, en tout cas pas dans une librairie, peut-être dans une bibliothèque. Je sais qu'il y a beaucoup de bibliothèques au Québec qui l'ont acheté quand ça sortit. Vous pouvez l'emprunter. Toi, tu l'as vu sur Amazon? Oui, effectivement. Peut-être que sur Amazon, mais sûrement qu'il va peut-être avoir une petite tache de spaghetti parce que quelqu'un va l'avoir. Je pense qu'on peut le vendre, hein, usagé? Peut-être, sur Amazon? Oui, effectivement. Oui. Peut-être Marketplace. Il y a peut-être des gens qui le vendent. Peut-être. Oui. Mais si jamais vous voulez en savoir plus long, moi j'ai plus de droits, je reçois plus d'argent, là, c'est fini. Fait que je le dis pas pour faire des sous, j'en fais plus de sous. Mais non, mais c'est une autre façon que le message se propage. Oui, la lecture, l'éducation en général, c'est toujours bon. C'est ça, ça s'appelle « Au nom de l'amour » grâce à ma mère, justement, qui a réussi à passer à travers puis à casser le pattern et répondre l'amour. Merci, Claudine. Merci à vous deux.